mon père était chanteur. Enfin, il chantait, c'était pas son métier, mais il avait chanté avec Yves Montand, Gilbert Bécaud quand il était à Toulon, puisque mon grand-père était dans la marine. Jusqu'en 42 où mon grand-père a sabordé son bateau et que tout le monde a été rapatrié du côté de Camaret. Et malheureusement pour lui d'ailleurs, parce qu'il avait une belle carrière promise quand même de chanteur lyrique, parce qu'on appelait comme ça à l'époque. Et puis donc tout le monde a été rapatrié. Donc ce qui fait qu'il a toujours eu un amour pour la musique je pense qu'il m'a communiqué. Il m'a jamais, en tout cas, brimé ou empêché de faire quoi que ce soit à ce niveau-là, même plutôt le contraire. Il m'a quand même dit, passe ton bac d'abord, hein. Mais vers 14-15 ans, guitare, puisque c'était les années 60, enfin, c'était fin 70, il y avait des choses de ce genre-là, tu sais. Ou bien, je sais pas... Donc, guitaristiquement, c'était une période très intéressante avec Hendrix, avec Jimmy Page, avec aussi John McLaughlin d'ailleurs, parce que c'est une période où je me suis beaucoup intéressé aussi à la période jazz rock. Hein. Naturellement, à 14 ans, feu de camp, fille, guitare. Donc guitare acoustique, que j'avais fait une magnifique petite guitare que j'avais offert de Bouboute d'ailleurs. C'est très ridicule, mais c'est ces années-là, hein. C'est un peu hippie, j'avais les cheveux plus longs qu'aujourd'hui. On devait avoir tous 18 ans, c'était un groupe, on faisait 1000 personnes tous les samedis soirs, qui s'appelait Délire. Peut-être les gens du Pays Bigoudin, ou même les autres se souviennent les gens qui ont 60 ans aujourd'hui se souviendront forcément de cette période, puisque on était un groupe très rock'n'roll. On faisait des reprises essentiellement d'Aerosmith, Status Quo, les Stones, la musique de l'époque, quoi. Ce qui ne m'a pas empêché, comme mon père l'a désiré, passe ton bac d'abord. Et donc je suis allé en fac et après j'ai été prof. En fait, je me suis retrouvé prof de français et de musique au CES Alain à Crozon pendant 3 ans. J'avais pas la vocation du tout. Mais bon, j'ai passé quand même un bon moment avec les élèves qui m'adoraient. J'avais des tiags, les cheveux jusqu'à là. Bon, ça les changeait peut-être un peu des autres profs. Et donc naturellement, je continuais à jouer, même pendant que j'étais prof. D'ailleurs, j'arrivais pas souvent à l'heure au lycée, je devrais pas le dire, mais c'est vrai que comme je jouais souvent la veille, c'était un peu laborieux le lendemain matin. Ensuite, j'ai joué un petit peu avec mes amis donc brestois avec Higelin. À cette période-là, justement, c'était passionnant. On avait joué d'ailleurs pour les manifestations de Plogoff. On avait joué avec Jacques devant 200 000 personnes. Là, c'était assez impressionnant. Ensuite, j'ai continué à jouer dans différents groupes. J'ai fait aussi ce que faisait tout le monde à l'époque, puisque c'était comme ça qu'on apprenait aussi. On faisait du bal, mais dans des grands orchestres. On se frottait à des anciens qui nous apprenaient la musique, qui nous apprenaient la musique de scène. C'était une sacrée école. Mais le bal m'ennuyait profondément. C'était pas mon truc. Mon truc, c'était plutôt déjà de jouer dans des univers plus créatifs avec des chanteurs, avec du texte. Ce qu'on disait à l'époque, faut monter à Paris. Hein. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis monté à Paris. Et puis assez rapidement, j'ai rencontré un chanteur qui est devenu un ami, un mec super, même si au départ je n'étais pas convaincu de ma place dans cet univers. Et c'est Hervé Villard, en fait, avec Caprice et Filles, tu vois, c'est comment que c'est ça déjà? Nous n'irons plus jamais, enfin bon bref. Et puis j'ai découvert un mec fantastique, super, on est parti un peu, on a fait le tour du monde ensemble, c'était assez génial. C'est une bonne période d'amitié, de musique aussi, parce qu'on a fait de très belles scènes avec des musiciens fantastiques qui sont restés toujours amis, comme Hilaire Rama, qui habite pas loin d'ailleurs ici, qui était le bassiste à l'époque. Enfin bon, voilà pour ce qui en est de cette période.
après la période Hervé Villard, il y a eu aussi Herbert Léonard, un petit peu, pour le plaisir, n'est-ce pas? Bon, on avait une passion commune avec Herbert, c'est l'aviation. J'ai un brevet de pilote, et donc lui, il a écrit dans des revues, parce qu'il aime bien les vieux moteurs. Toutes ces rencontres m'ont permis d'arriver sur Paris, de me faire un petit peu connaître là-bas. J'ai commencé à faire pas mal de studios. À l'époque, les studios faisaient aussi hébergement, donc on y mangeait très bien. Et un soir, à table, comme ça, il y avait un type qui était en face de moi, que je connaissais un petit peu de nom, évidemment, mais on a sympathisé. Je dois dire qu'on a même très très bien sympathisé dans la soirée. On a fini très tard le lendemain matin, et c'était Hubert Félix-Stéphane. J'ai tourné avec Hubert Félix-Stéphane pendant 13 ans. Ça m'a permis de réaliser des beaux disques avec lui, de me retrouver dans des studios mythiques du genre Ocean Way à Los Angeles, où on a passé 4 mois. Et puis pendant toutes ces années avec Hubert, j'ai fait le Tour de France aussi, pas à vélo, hein, mais le Tour de France des salles, de tous les zéniths. On a joué, je ne sais trop combien de fois, au Casino de Paris, à l'Olympia, les festivals, les Eurokéennes, enfin tous les gros festivals. Franco, Vieille Charrue, j'ai joué au Vieille Charrue aussi, c'était en 99, je crois. Et donc toutes ces années fort intéressantes, dont Los Angeles, où j'ai eu la chance de croiser le fer avec des gens formidables, comme Waddy Wachtel par exemple, qui est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Keith Richards, son guitariste, doublure quelquefois d'ailleurs, hein, dans certaines circonstances, mais aussi au sein de son groupe, les Winos. Waddy Wachtel, donc ce guitariste formidable, Amerlock, qui m'a montré des plans. Il m'a dit, parce que Keith Richards des Stones a une façon de s'accorder assez spéciale. Il joue sur des guitares à 5 cordes. Il a inventé ça, ce qui lui permet d'avoir tous ses riffs, pour ceux qui connaissent Brown Sugar, assez facilement. Et donc Waddy m'a dit, mais non, toi sur une guitare accordée, normalement tu fais comme ça. Effectivement, ça sonne stonien tout de suite, tu vois, avec le... Ça, je l'ai rencontré en 1988, et depuis, je fais absolument tous ses disques. Depuis 1988, je suis un de ses guitaristes attitrés. C'est un honneur, puisque Mancé, c'est quand même un personnage important culturellement en France, je pense. Si entre-temps, il y a un bluesman américain avec qui j'ai... évidemment, il ne faut pas que je l'oublie, puisque c'est une rencontre capitale, c'est Calvin Russell. Calvin Russell, avec qui j'ai eu la chance de jouer pendant 3 ans. Quand j'ai entendu pour la première fois ce bluesman américain en face de moi chanter Crossroad, en direct, en vrai, je dois dire que ça m'a ému. D'un seul coup, je me retrouvais avec, je sais pas, comme un modèle. J'avais ce son-là que j'avais eu sur les disques toutes ces années. Je l'avais en face de moi et je jouais avec lui. Avec ces musiciens que j'ai rencontrés sur les séances de Mancé, nous avons accompagné Calvin Russell. Et un après-midi, on répétait, parce qu'on répétait jamais beaucoup avec lui, les titres qu'il chantait, c'est comme si on les avait écoutés depuis toujours. Et puis il nous prend un truc comme ça, il commence comme ça, il dit... Il l'a chanté direct, il ne nous a même pas demandé si on le connaissait, et tout le monde l'a accompagné spontanément, et à la fin du titre, il nous dit « Mais vous êtes une équipe formidable, good guys !» Je vais rentrer en Bretagne avec un ami, François Dagnon. Il me dit, tiens, si on montait un studio d'enregistrement, parce qu'il n'y avait pas tellement de structures d'enregistrement dans le coin. C'était vraiment pour y créer quelque chose, pour dynamiser, pour avoir un projet. Et le projet, c'était un studio. Et donc, j'ai ouvert ce studio avec François. Et donc, j'ai commencé à enregistrer beaucoup de gens. Au studio, j'ai eu Dan Arbraz, j'ai eu Gilles Servat, j'ai eu pas mal de gens, même Dénès Prigent, il y a tout le monde qui est passé, et beaucoup de groupes aussi de fest-noz de l'époque. Je connaissais la musique bretonne puisque j'avais accompagné à 18-19 ans Balthazar Fur. Et avec lui, on partait au Pays de Galles, on tournait, on jouait pas mal dans le coin aussi. Donc la musique bretonne ne m'était pas inconnue. C'est un milieu que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours adoré, et puis là, je me sens profondément breton. Ça a duré 5 ans, et au bout de 5 ans,
je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour de ça. On se trouve en 2006-2007. Et une des dernières personnes qui passe dans ce studio pour mixer son album, parce que c'était donc toute jeune chanteuse à l'époque, parce qu'elle venait pratiquement de commencer, c'était Gwenin. Écoute, je kiffe bien sur son travail. Je me dis, tiens, il y a un truc super à réaliser. Là, c'est un beau projet. J'aime beaucoup sa voix, le feeling qu'elle dégage. Elle me dit, bah tiens, si ce serait bien que tu viennes travailler avec nous sur scène ou même en studio. C'est ce que j'ai fait. Et donc depuis, bah écoutez, maintenant on est en 2021. Depuis, je travaille avec elle. Je suis avec elle. C'est mon 5e album commun. Hein, donc le dernier Imram, là, qui est sorti le 7 mai. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Un disque qui va sortir, qui sort bientôt là aussi avec Swag Sibéril et Jean-Félix Lalanne, un album qui s'appelle Les Sentiers Partagés. Dans les mois qui vont suivre, je vais m'occuper de la musique du prochain défilé pour le jubilé de Pascal Jaouen, qui aura lieu en septembre 2022. Avec Gwenin, il nous a demandé de réaliser la bande-son. Mais j'aimerais bien avoir même un vinyle là, où il y a écrit Patrice Barzin et quelques morceaux que j'adore, que j'ai dans mes tiroirs là, depuis des années. Et puis pouvoir offrir ça à mes amis, au public, aux gens qui veulent finalement. Et ça, j'aimerais bien le faire aussi. C'est dans mes projets. Voilà. Un album solo bien entouré, hein, avec quelques amis. Quand je suis revenu en Bretagne en 2002, j'ai oublié, évidemment, j'avais un trio de guitaristes. Et en fait, j'ai remplacé mon très cher, puisque je l'adorais, Jacques Pellen, au sein d'un trio qui s'appelait le PSG. Alors à l'origine, c'était Pellen, Sibéril, Guichen, alors donc Jean-Charles Guichen. Et puis quand je suis rentré en 2002, j'ai eu cette chance aussi qui me demande à moi, qui n'était pas un grand spécialiste ni du dadgad, le dadgad c'est une façon d'accorder la guitare. Ils m'ont demandé si je voulais le 3e larron, le Patrice en fait à la place du Pellen. Et sur une période de 6 mois, j'ai quand même travaillé tous les titres pour vraiment me les mettre dans les papates et puis assurer quoi. Et puis ça l'a fait, puis on a joué pendant 4-5 ans, comme ça j'ai fait du fest-noz avec eux, que j'avais jamais fait avant. C'était une expérience fabuleuse aussi de voir tous ces gens danser. Donc comment je me définis ? Je me définis comme ça en fait, c'est-à-dire c'est assez confortable d'ailleurs. Quand je me plais pas dans ma position de guitariste, je me plais dans ma position de compositeur. Quand je me plais pas dans ma position de compositeur, je me plais dans ma position de guitariste. Quand je me plais pas dans un coin des deux, je me plais dans ma position d'ingé son et sinon de réalisation. Donc finalement, quand on sait un peu faire toutes ces choses, c'est un gros avantage. Et un inconvénient, parce qu'un inconvénient, c'est que j'aurais aimé peut-être être un guitariste dadgad en Bretagne et ne faire que ça. Ce qui permet d'aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de sa création et de son art. Puisque finalement, quand tu te diversifies, est-ce que tu fais tout très 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 bien ? Je n'en sais rien. J'espère que oui quand même. Hein. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est voir les gens en face de moi sourire, avoir la banane comme ça quand tu fais un bon concert, quand tu joues. Et aussi, puisqu'on en parlait aussi tout à l'heure, et aussi satisfaction personnelle d'être tout seul ici en train de bosser, déposer des titres, jouer de la guitare seul. Bon, cette intro là, si tu la joues comme ça. Voilà, c'est blues. Toujours Led Zepp. C'est du blues, ça. C'est pas très original, mais je crois que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance dans les rencontres. J'ai rencontré les bonnes personnes là où il fallait, au moment où il fallait. Je sais pas si c'est du hasard ou si c'est ce qu'on appelle maintenant la synchronicité des événements. Hein. Voilà, je pense plus à la synchronicité d'ailleurs. Pas mal de petits polymères comme ça qui font qu'au bout d'un moment, tout ça, ça prend forme et ça donne un sens à la vie. Je suis citadin, mais je fuis la ville dès que je peux. Donc, naturellement, je me rapproche tout doucement. Je voulais me rapprocher tout doucement de peut-être d'une vie soit plus proche mer,
soit plus proche campagne. Et puis, je dois dire qu'on a trouvé cette maison là ici, ça a été le coup de foudre, avec plus tout l'environnement qu'on a découvert petit à petit, ne serait-ce que tu sais, tout ce qui est jardin Picard, Medez Lord Division, Carrigan Town, qui est un peu plus loin, c'est pas Edern. Et puis toutes ces balades qu'il y a à faire par ici, et puis cette maison, je me plais énormément ici. En plus, on a un environnement de gens charmants. Je savais même pas que j'aurais ça un jour, hein, des poules, tu vois, machin, cote, truc, des œufs tous les matins. Mais c'est super. J'ai un message, alors c'est un message que je vais appeler, c'est mon message à la con. Il y a un truc, quand on parle de la création comme ça, instantanée, évidemment que ça vient comme ça, mais rien ne vaut quand tu es instrumentiste. Ça veut dire aussi quand tu es chanteur, parce que la voix est un instrument. Je crois que rien ne vaut cette passion du travail. Parce que le travail de l'instrument, le travail de la voix, c'est une introspection carrément. Je crois que quand on aime la musique, on se doit de la travailler. Tu connais l'histoire de Jethro Tull? Bah écoute, parce que pour mon jeu de scène, un jour il y a un journaliste qui parce que tu sais, Jethro Tull en jouant de la flûte, il avait toujours tendance à faire comme ça, à lever une jambe, un truc, une espèce de tic. Moi, je serais plutôt comme ça. D'ailleurs, je serais plutôt ramassé un peu comme ça. Mais Jethro Tull, c'était ça, là, comme ça. Et puis le journaliste lui dit, mais pourquoi vous levez une jambe, Jethro Tull, quand vous jouez comme ça? Il dit, parce que si je levais les deux, je me casse la gueule. Oui,